bonjour à tout le monde. Donc, bon, peut-être je serai amené à reciter quelques chiffres que Didier vous a déjà donnés, mais ça sera un rappel. Quand on analyse en fait les rapports entre l'environnement et la démographie, bon, il y a plusieurs angles d'attaque. On peut éventuellement regarder, disons, poste par poste, des dégradations environnementales par dégradation environnementale et regarder quelle est l'influence de la démographie sur chaque événement. La conférence prochainement. Ce réchauffement climatique, il est admis de jour qu'il est anthropique et qu'il est lié aux émissions de CO2. Eh bien, si on part de 1900 jusqu'à 2010, les émissions de CO2 ont été multipliées par 16. Alors, on a ça sur Internet, on trouve assez facilement, il y a des études américaines. Bon. Depuis 1900 jusqu'à 2010, Didier l'a cité, la population a été multipliée par 4. Donc vous voyez, 4 x 4, 16. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la consommation individuelle a été multipliée par 4. Donc, population par 4, consommation individuelle par 4. Au final, le réchauffement climatique est dû historiquement à part égale à la population et à sa consommation. Et éventuellement, on pourrait se dire, ah oui, mais c'est surtout les pays occidentaux, les Américains. Didier l'a cité aussi, entre 1900 et 2010, la population des États-Unis a été multipliée par 4. Hein, donc c'est valable pour l'ensemble de la planète, c'est valable pour le pays qui est considéré comme le plus pollueur. Donc on pourrait se dire, bon, bah, tiens, si historiquement le réchauffement il est dû à part égale à l'augmentation de la consommation et à l'augmentation de la population, à la conférence climat parisienne, on va parler de population. Ça semblerait logique. Je ne sais pas si vous écoutez les infos régulièrement, il n'en est quasiment jamais question de la population. Alors nous, on va essayer effectivement, en amont de cette conférence, de provoquer 2 conférences parisiennes. Donc Yves Cochet doit y participer, Dominique Bourg qui était cité, Gilles Boeuf du Muséum d'histoire naturelle, pour essayer de poser la simple question, bah tiens, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas parler un petit peu de population à cette conférence climat, hein? Parce que imaginez qu'on ne parle, ça pourrait être l'inverse, on ne parle que de population à la conférence climat et pas de consommation. Tout le monde crierait, sauterait au plafond, on crierait au fou. Et pourtant, c'est l'inverse qui va se passer. Bon, donc là, il y a vraiment un problème. Donc oui, là, on a des données chiffrées, donc pardon, c'est pas trop mal. Un autre exemple où on analyse les choses en cas particulier, c'est le phénomène de la biodiversité. Donc vous êtes tous au courant qu'on parle de la 6e extinction de la biodiversité, la 5e, c'était le décès des dinosaures. Extinction actuelle, hein, donc 100 fois, 1000 fois plus rapide que ce qu'elle devrait être naturellement. Hein. Naturellement, la biodiversité disparaît et puis une autre apparaît. Hein. Mais là, l'extinction est vraiment massive. Et donc, ce qui va nous intéresser, nous, sur la population, c'est quel rapport entre les deux. Bien, vous avez, alors là c'est une courbe sur 2000 ans, mais si vous avez une courbe, disons, sur 100 ou 200 ans, ben, vous verrez que la population augmente et le taux d'extinction des espèces, vous avez une courbe, hein, une espèce d'arc de cercle qui est parallèle à la première. Bon, donc ça c'est un premier élément. Et plus précis, si on s'intéresse à la mégafaune, hein, donc il dit aussi en a un petit peu parlé, en particulier les tigres. Eh bien, depuis 1900, on a éliminé 97% des tigres. Donc il y en avait 100 000 en 1900, il n'en reste plus que 3 000 en liberté. Dans les zoos, on arrive à les garder. Ceci dit, on n'arrive pas à les réintroduire. Hein. Donc finalement, voilà 97% des tigres. Alors quand vous avez un article sur le sujet, on vous dit cause de l'extinction, perte de l'habitat. Vous voyez, c'est un peu un euphémisme, hein, perte de l'habitat, parce qu'en réalité, ça veut dire colonisation des territoires par les êtres humains. Parce qu'on a besoin, évidemment, de cultiver, de construire des routes, etc. Donc on les repousse, et finalement, ils disparaissent. On nous dit aussi braconnage. On dit, ah oui, bah, les mauvais, les méchants braconneurs, c'est sûr qu'ils ne sont pas gentils. Mais qui consomme les sous-produits du tigre, soi-disant vertus pharmaceutiques, je ne sais pas quoi? Ce sont les peuples asiatiques. Et Didier en a parlé, le continent le plus peuplé, c'est l'Asie. Donc il est bien évident que s'il y a des braconnages, ben, c'est parce qu'effectivement, et s'il y a de plus en plus de braconnages, ben, c'est aussi parce que la population a explosé. Bon, alors c'est pas
Maintenant que le phénomène, la population est là, et c'est sûr qu'il faut lutter contre le braconnage, et il faut certainement, de toute évidence, le punir beaucoup plus qu'il n'est fait actuellement. Mais donc là, voilà, vous voyez, on a un rapport direct entre l'extinction d'une espèce, et d'ailleurs, d'une façon générale, de toutes les espèces emblématiques, hein, on pourrait parler même des gorilles, des lions, etc., qui est lié à la population, à l'augmentation de la population. Alors, dans un deuxième temps, plus intéressant à mon avis, on va s'intéresser aux effets de l'augmentation de la population sur l'ensemble de l'environnement. Et donc essayer de voir est-ce qu'il y a des méthodes qui permettent d'analyser, de quantifier ces choses-là. Et donc je vais utiliser une chose dont vous avez évidemment tous entendu parler, c'est l'empreinte écologique. Alors l'empreinte écologique, je redonne sa définition. Donc c'est une surface calculée en hectares, et donc surface nécessaire à la production des ressources et à la régénération des déchets. Bon. Donc cette surface, alors en gros, c'est les terres cultivables, les pâturages, les forêts qui servent à recycler le CO2, les pêcheries, etc. Bon. Eh bien, de nos jours, quand on fait la moyenne, donc empreinte écologique mondiale indivisée par le nombre d'individus, on s'aperçoit qu'un individu moyen a besoin de 2,7 hectares pour vivre. Bon, voilà, premier chiffre. Le problème, c'est que la planète ne peut lui fournir, de façon pérenne, de façon renouvelable, que 1,8 hectares. Ah oui, là, il y a un problème. Hein. Donc, on dispose d'1,8 hectare et en fait, on utilise 2,7 hectares. Alors, ça demande quelques explications parce qu'évidemment, on dit comment est-ce qu'on peut consommer plus que ce qu'on produit. En réalité, on consomme au-delà de ce qui est renouvelable. On consomme, donc on puise dans le capital de la Terre. On appauvrit la Terre. Alors, plusieurs exemples. Les poissons. On vide les océans des poissons. Hein, vous avez donc l'exemple de la morue de Terre-Neuve. Quand les premiers navigateurs sont arrivés là-bas, il y en avait, ça empêchait même les navires d'avancer, ça tapait contre la coque. C'est fini, il n'y en a plus. Hein. Il n'y a plus de morue à Terre-Neuve. On a cessé la pêche, la morue n'est pas réapparue. Bon. Donc, exemple, voilà, où on puise dans le capital. Bon, un autre exemple où on puise dans le capital, c'est les nappes phréatiques. Les nappes phréatiques, il faut leur laisser le temps de se renouveler. Si on puise trop rapidement, on appauvrit la terre. Voilà, donc des exemples qui expliquent rapidement pourquoi on peut être amené à consommer plus ce que la terre produit de façon renouvelable. Alors ensuite, on peut s'intéresser à l'histoire récente, évidemment, dans l'empreinte et de la biocapacité. Donc vous avez ici un tableau, deux courbes, disons, qui vous montrent l'évolution sur les, 50 dernières années de l'empreinte et de la biocapacité. Alors vous voyez que l'empreinte écologique commence à monter très très régulièrement, et puis à un moment donné, quand même, ça s'arrête, ça redescend un peu, ce sont les chocs pétroliers, en fait. Hein, parce que quand il y a choc pétrolier, évidemment, montée des prix et baisse de la consommation. Alors, comme l'empreinte écologique, au moins dans les pays occidentaux, c'est pour moitié ce qu'on appelle l'empreinte carbone. Ça s'explique. Hein, ça redescend, voilà, ça remonte un peu, ça redescend. Après, vous voyez, il y avait une tendance légère à la descente. Et la remontée à laquelle on assiste là, ce sont les pays émergents. Hein, la Chine, l'Inde, qui se mettent à ce qui s'industrialisent et qui, évidemment, émettent beaucoup de carbone. Donc voilà l'histoire, disons, sur les 50 dernières années de l'empreinte. Alors voyons maintenant la biocapacité. Alors la biocapacité, alors oui, c'est très net, hein, là, ça dégringole, ça descend très très régulièrement. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que la biocapacité de la planète, ce que peut nous offrir la planète de façon renouvelable, c'est quasiment fixe. Hein. Les plus belles filles peuvent offrir que ce qu'elles ont. Bon, c'est pareil pour la planète. Hein. On peut un peu augmenter quand même la biocapacité, on peut augmenter les rendements, d'ailleurs que ce soit avec des engrais chimiques ou éventuellement avec la permaculture. Oui, on arrive quand même à augmenter la biocapacité, pas dans des grandes quantités, mais on peut quand même. Le problème, c'est que dans le même temps, on artificialise des sols. Hein, donc on récupère des terres autour des villes pour construire, etc. Et donc le bilan global de la biocapacité de la planète, c'est relativement stable. Et ici, comme vous avez
les empreintes et biocapacités individuelles, il est bien évident que quand vous divisez par un nombre d'individus toujours plus important, biocapacité stable, population qui augmente, biocapacité individuelle diminue. Et donc vous retrouvez les deux chiffres que j'ai cités, hein, donc 2,5 pour l'empreinte et 1,8 pour la biocapacité. Alors, plusieurs choses à partir de là. D'une part, les deux courbes se sont croisées dans les années 70. Ça veut dire que c'est à partir, donc en 70, on a consommé une planète, et à partir de 70, on commence à consommer plus d'une planète. Actuellement, on peut considérer qu'on consomme une planète entière, puisque le jour du dépassement tombe au mois d'août. Hein, il y a une certaine médiatisation de ce jour du dépassement. Autre élément intéressant, si on fait le rapport 1,8 sur 2,7, c'est tous les deux des multiples de 9, on arrive à 2 tiers. Bon. Eh bien, ça veut dire qu'avec le style de vie moyen d'un humain, la Terre peut accueillir de façon pérenne, donc 2 tiers, je ne sais pas si j'ai cité, hein, donc les 2 tiers d'entre nous. Alors on est 7,2 milliards, c'est aussi un multiple de 9. Si on fait le rapport, 4,8 milliards. La Terre actuellement ne peut accueillir de façon pérenne, si on continue à vivre comme ça, et qu'on ne veut pas abîmer la Terre, 4,8 milliards. Ah oui, il y a un problème, hein, on est déjà 7,2. Bon. Autre élément intéressant, le dépassement écologique auquel on aboutit aujourd'hui n'est pas dû à la consommation, parce que regardez, depuis, là j'ai tracé un trait pointillé horizontal, depuis le moment où on s'est mis à consommer, disons, plus d'une planète, on est en dessous, enfin on est en train d'ailleurs d'y revenir. Hein. En fait, le dépassement, il est dû essentiellement à la baisse de la biocapacité individuelle, c'est-à-dire finalement à l'augmentation de la population mondiale. Hein, donc le dépassement actuel, c'est la population. Alors ensuite, ce qu'on peut essayer de voir, c'est... donc là, j'ai parlé biocapacité globale de la planète, biocapacité individuelle. On peut parler par pays. Qu'est-ce qui se passe dans un pays? Alors en réalité, si on accepte les pays qui sont désertiques, alors par exemple toute la bande, donc on a parlé de l'Égypte, la Libye, le Sahara, enfin donc l'Algérie, là c'est sûr que pour ces pays-là, on ne peut pas assimiler la biocapacité à l'étendue du territoire, hein, parce que l'Égypte, il y a 95% de désert. Donc là, mais ces pays-là, en proportion, bon, ça représente en gros un quart des pays de la planète, enfin en surface. Les 3/4 des pays, en fait, leur biocapacité dépend de leur superficie. En première analyse, hein. Après on peut fouiller. Et donc, quand on fait la biocapacité individuelle, on divise la superficie du pays par le nombre d'individus. Et alors, il se trouve qu'en démographie, on a un indicateur qui est très connu, qui est la densité de population. Alors, la densité de population, c'est en habitants par kilomètre carré, c'est l'inverse. Donc, en fait, biocapacité, qui elle est vraiment un facteur, un indicateur écologique, et densité, qui est un indicateur démographique, sont reliés, sont fonction l'un de l'autre. Donc, dès qu'on parle écologie, on devrait parler de densité. Et donc, ça va être le sujet suivant. Donc les densités de population, pour vous donner un ordre d'idée, en France, on est 116 habitants au kilomètre carré. Alors pour l'Europe, on est relativement bien lotis, hein, parce que nos voisins allemands ont une densité déjà double. Nos voisins et non moins amis belges, bon là c'est un plus petit pays, densité triple. L'Angleterre, donc ça doit être 2,5. En 2050, d'ailleurs, le Royaume-Uni aura une densité triple de la nôtre. Bon, il n'y a que l'Espagne qui est un peu en dessous. Donc, vous voyez, pour une idée des densités. Alors, donc, je ne vais pas analyser tous les pays par densité. Je vais simplement vous montrer des pays où les densités sont déjà fortes et où elles vont encore augmenter. Donc, c'est ce que j'ai appelé les points chauds. Bon, j'en ai choisi 5. Et donc, on commence par le Bangladesh. Alors, le Bangladesh, c'est le pays le plus densément peuplé au monde quand on fait vraiment le rapport entre superficie réelle et population. Hein. Donc, actuellement, le Bangladesh est à 1100 habitants au kilomètre carré. Mais là, j'ai essayé de faire la projection en 2050. On a déjà dit 2050, hein, c'est demain, à 35 ans, c'est couru d'avance.
Donc, Bangladesh aura une densité donc, de 1400 habitants au kilomètre carré. Alors, on se dit 1400, c'est quoi? Bon, alors, on essaye de ramener ça à la France et se dire, bah, tiens, si en France on avait cette densité, on serait combien? 774 millions. Si on avait la densité du Bangladesh prévue en 2050, 774 millions. Vous imaginez si on était 700 millions de plus? Enfin bon, c'est même pas pensable. Bon, les Philippines. Alors pourquoi j'ai mis les Philippines? Parce que, bon, alors là heureusement, ça dégringole. Hein, on passe à 500, donc plus que 280 millions. Le pape François est revenu récemment des Philippines. Hein, vous avez dû entendre, il s'est exprimé. Il a vu une jeune femme, enfin, il devait avoir 35 ans, qui avait déjà eu 7 césariennes et qui était encore enceinte. Alors ça lui a, je crois qu'il a chopé les boules. Là, il lui a dit, non mais vous voulez faire 7 orphelins, quoi. Bon. Et quand il est rentré, il a fait une interview dans l'avion et il a appelé les catholiques à cesser de procréer comme des lapins. Bon. Donc là, c'était pas mal. Ceci étant, il leur a peut-être pas donné les moyens parce qu'il leur propose uniquement l'abstinence. Hein. Mais bon, c'est déjà un premier pas, donc on est content que le pape François soit intervenu. Alors, évidemment, tout de suite, je vais faire la critique de ce que je viens de dire moi-même. Ces pays, Bangladesh ou Philippines, sont plus petits que le nôtre. Vous voyez, Bangladesh, en gros, à 26%, donc un quart de la France. Philippines, 54%, la moitié. Alors, l'extrapolation que je viens de faire, hein, on peut considérer qu'elle est un peu limite, parce qu'en fait, ces deux pays sont plus petits que le nôtre. Donc, vous voyez, ils seraient insérés au nôtre. Donc, ce n'est pas vraiment une France comme ça. Donc, on va dire que j'ai un peu exagéré, mais je l'ai fait exprès. Par contre, les 3 pays suivants, donc qui sont en majuscule, là, sont des pays qui sont franchement plus grands que le nôtre. Hein. Vous voyez, l'Inde, 6 fois comme la France, le Nigeria, 1,5 fois, Pakistan, à peu près pareil. Donc là, vraiment, on est avec des densités équivalentes, 278 millions, c'est-à-dire vraiment 200 millions de plus que ce qui est prévu en 2050. Alors, 200 millions de plus... donc là, vraiment, en plus, l'Inde étant 6 fois grande comme la France, imaginez donc une France donc surpeuplée, mais entourée de 5 autres pays tout aussi surpeuplés. Alors, je ne sais pas si vous voyez la situation, la poudrière que ça serait. Alors, si on voulait conserver le niveau de vie actuel, bon, est-ce qu'il faut le conserver? Ça, c'est un autre problème. Vous imaginez, je ne sais pas, il faudrait 4 fois ou 5 fois le nombre de centrales nucléaires qu'on a. Il faudrait importer... bah oui, si on voulait conserver le niveau de vie, hein, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Il faudrait importer du gaz, du pétrole, il faudrait mettre en culture la moindre parcelle. Enfin bon, c'est inimaginable. Nigeria, bon, vous voyez, c'est en fait des populations équivalentes. Le Nigeria connaît actuellement des problèmes politiques énormes avec l'islamisme. Hein, donc il y a Boko Haram, tous les enlèvements dont on a parlé et qui ne sont pas prêts de s'arrêter. Le Pakistan, problème avec les talibans. Donc vous voyez, ces pays vont connaître, donc 3 pays asiatiques, hein, vont connaître, vont en gros gagner 1 milliard, hein, vont connaître tous les problèmes écologiques, démographiques, comment dire, de conflits à la fois ethniques, religieux, etc. Essentiellement à cause de leur surpopulation. Voilà. Donc, retenez de tout ça que quand on parle écologie, posez-vous tout de suite la question, tiens, comment le pays, quelle est la densité de population du pays, et comparez à peu près à la France, hein, donc à nos 100 habitants au kilomètre carré, qui sont déjà assez importants, hein, malgré tout. Bon. Alors, bon, essayons de ne pas être non plus trop pessimistes, et on regarde maintenant voilà, ces projections. Alors Didier Barthès en a un petit peu parlé, mais là je vais aller un petit approfondir les choses. Donc là vous avez la courbe jusqu'à maintenant, donc en noir, et après donc la courbe, la projection moyenne. Donc j'ai repris les chiffres qui ont été cités, hein, 9,6 milliards en 2050, 10,9 en 2100. Alors souvent c'est arrondi à 10 et 11. Alors ça j'aime pas trop parce que ça c'est la projection qui date de 2013. La prochaine, donc, elle est en juin 2015. Et donc, je ne sais pas, hein, alors je ne vais pas non plus faire la projection de la projection, mais je pense que ça va augmenter. Et c'est dommage qu'on ait dit que c'était 11, parce que ça va peut-être être 11, et à ce moment, les gens diront, oh, bah, donc c'est la même chose que la dernière fois. Non, hein, actuellement, c'est 9, 6, 19. Hein. Bon.
Alors, comment les démographes arrivent à cette projection? Bon, ben, ils regardent les taux de fécondité, comment ça descend, etc. Et en fait, quand même, ils se fixent une espèce d'objectif et ils se disent, bon, ben, en 2100, on arrivera au taux de renouvellement, c'est-à-dire 2,1 enfants par femme. Voilà, c'est une hypothèse, hein, ça peut être ça, voilà. Bon. Et ensuite, les projections donc hautes et basses. Bon, haute, ils rajoutent 0,5 enfants par femme, basse, on enlève 0,5 enfants par femme. Alors, comme on est à 2,5, ça vous a été dit, donc là, on passe à 2,6. Vous voyez, ça explique que ça peut, c'est à peu près la même allure, mais qui remonte un petit peu. Alors, on va se dire, oui, mais c'est pas possible, ça peut pas augmenter. Ben, quand même, l'effet, par exemple, des révoltes arabes qu'il y a eu donc, ces dernières années, ça fait augmenter la fécondité, hein, puisqu'il y a eu une prise de pouvoir un peu par les islamistes à droite à gauche. Ils ont déverrouillé la planification familiale. L'Algérie, qui était redescendue à 2,5, 2,6, est repassée à 3,0. L'Égypte aussi est repassée à 3, etc. Donc c'est possible. Bon, moi, j'y crois pas trop à long terme, hein, mais donc cette courbe est possible, mais elle ne nous intéresse pas. De toute façon, elle nous fait très peur. Ce qui va nous intéresser, c'est cette courbe que j'ai mis en vert, parce que voilà, c'est une démographie écologique. Et donc, c'est la courbe basse, la projection basse. Donc, des chiffres assez intéressants. 8,3 milliards en 2050 et 6,8 milliards en 2100. Alors, si on regarde bien, en gros, on gagnerait 1 milliard. Oui, je précise que, quoi qu'il arrive, on ne peut pas aller dessous cette courbe basse. Donc les gens qui disent qu'il faut décroître la démographie, il faut faire baisser la démographie globale de la planète, c'est impossible. Impossible, hein. Ça, c'est vraiment le maximum qu'on puisse arriver. Bon. Donc, quoi qu'il arrive, on gagnera 1 milliard. Par contre, effectivement, on peut redescendre à 6,8. Ceci étant, 6,8 milliards par rapport à 7,2 aujourd'hui, hein, avec la marge d'erreur qu'il y a sur les 85 ans à venir, ça ne change pas grand-chose. C'est à peu près pareil. Donc, il ne faut pas non plus crier victoire, mais enfin, on peut faire quelque chose. Et entre les deux, hein, si vous faites la différence, ça fait 4,1, bon, disons 4 milliards. Imaginez une planète qui aurait 4 milliards d'êtres humains en moins que ce qui est prévu par la projection moyenne. Sur le plan écologique, ça serait pas mal quand même, hein. Bon. Seulement, pour arriver à ça, attention, hein, il faut faire de très, très gros efforts. Donc, nous, on dit il faut que l'ONU décrète un état d'urgence démographique. Hein, c'est un peu comme un état de guerre. Hein. État d'urgence démographique qui permette de mobiliser les grandes puissances, puisque c'est quand même elles qui ont la finance, hein, qui peuvent financer. Donc, état d'urgence démographique qui permette donc d'étendre, Didier en a un peu parlé, la planification familiale dans tous les pays qui en ont besoin. Il y a quand même 220 millions de femmes qui sont en demande insatisfaite de contraception. Donc là, il y a du boulot. L'éducation, alors l'éducation pour tous évidemment, mais en particulier des jeunes filles parce qu'elle est toujours en retard sur celle des garçons. Hein, les familles préfèrent envoyer les garçons et garder enfin pas toutes, mais garder certaines filles à la maison pour les tâches ménagères. Bon, donc ça, il faut en sortir. Donc éducation primaire, alors souvent ce qu'on dit, c'est que l'éducation primaire permet de faire baisser le taux de fécondité de 1 point. L'éducation secondaire de 2 points en plus. Hein. Et puis en éducation supérieure, bon, éducation supérieure, on arrive à ce qui se passe dans les pays occidentaux. Hein. Donc voilà, donc planification familiale, instruction, donc beaucoup de choses à faire. Tout à fait possible si la communauté internationale se mobilise et s'investit. Mais, et donc je terminerai là-dessus, il ne faut pas rêver. Hein. Si on arrive à ça, c'est à peu près comme aujourd'hui. Ça veut dire que pendant les 85 ans qui nous séparent de 2100, bon, moi je ne serai plus là, beaucoup d'entre nous ne sont plus là, mais la Terre va devoir subir la même population qu'aujourd'hui, même à passer par un petit cap au-dessus. Donc il ne faut pas rêver, on ne va pas améliorer la situation uniquement en faisant ça. Hein, ça sera moins pire. Bon. Et donc c'est bien pour ça, donc je termine là-dessus, que Démographie responsable s'inscrit dans le mouvement de la décroissance. Hein, donc on est une association écologiste, je pense que je l'ai montré par les études là, et on est une association décroissante. Hein, on s'inscrit et on est en relation avec un certain nombre de mouvements décroissants. Alors il y en a certains qui nous rejettent, mais enfin il y en a d'autres avec lesquels on est d'accord. Voilà, et je termine là-dessus. Je vous remercie.